Le soleil matinal caressait avec une douceur particulière les pierres grises de St. Mary Mead en ce mardi de fin avril, illuminant le village verdoyant où les jonquilles se balançaient en grappes autour du monument aux morts. Mademoiselle Jane Marple, qui se promenait lentement dans la rue principale avec son panier à provisions, s'arrêta pour admirer la vitrine de la boutique de fruits et légumes de Madame Dawlish. Des fraises précoces provenant de la serre de quelqu'un, remarqua-t-elle, et des asperges attachées avec un ruban violet. Le genre de matinée, songea-t-elle, où rien de fâcheux ne pouvait arriver, où le monde semblait ordonné et compréhensible. Pourtant, elle remarqua, avec le léger malaise que lui inspirait sa longue expérience de la vie villageoise, que le jeune Timothy Bosworth se tenait immobile devant la poste, fixant quelque chose dans sa main, avec une expression qui suggérait l'air, avant la tempête, calme mais chargé. Miss Marple l'observa encore un instant, puis continua son chemin, mais l'image resta gravée dans son esprit. Cette immobilité particulière, ce regard de quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose de terrible. À l'heure du thé, tout le village saurait que le colonel Prothero avait été retrouvé mort dans son bureau à The Larch, et le soir venu, la façade de respectabilité soigneusement entretenue qui recouvrait St. Mary Mead, comme la rosée du matin commencerait à se fissurer, laissant apparaître quelque chose de plus sombre. Mais à 9h30 ce mardi matin, alors que les cloches de l'église se taisaient entre deux offices et que l'odeur du pain chaud flottait depuis la boulangerie, seul Timothy Bosworth et une autre personne savaient que quelque chose n'allait pas. Miss Marple acheta ses légumes, échangea quelques plaisanteries avec Madame Dawlish au sujet de la chaleur inhabituelle pour la saison et fit remarquer les belles roses que Madame Dawlish avait disposées dans la vitrine du magasin. Roses et blanches, déjà en pleine floraison, ce qui intrigua Miss Marple car le printemps venait à peine de commencer et ces roses, si elle ne se trompait pas, étaient des variétés estivales qui ne devaient fleurir qu'au mois de juin au plus tôt. « Oh, celles-là !» dit Madame Dawlish, en rougissant légèrement. « Madame Prothero les a apportées hier soir. Elle a dit qu'elles venaient de sa serre, une culture spéciale. Vous savez comment elle est avec ses fleurs. » Il y avait quelque chose dans le ton de Madame Dawlish, une légère pointe de désapprobation, ou peut-être de malaise, que Miss Marple rangea dans les vastes archives mentales où elle stockait ce genre d'observations. Madame Prothero était certes connue pour son expertise en jardinage, mais aussi pour une certaine brusquerie qui la rendait peu populaire dans les cercles villageois. Et pour le fait qu'elle avait 20 ans de moins que son mari, le colonel Prothero, une circonstance qui donnait lieu à de nombreuses spéculations discrètes autour des tables de bridge et lors des réunions du comité paroissial. Miss Marple venait de s'installer chez elle, avec son tricot, un cardigan bleu pâle pour le bébé de son petit-neveu, lorsque son téléphone sonna, un événement encore suffisamment inhabituel pour la surprendre légèrement. C'était Madame Price Ridley, la femme du médecin, qui parlait d'un ton haletant et légèrement théâtral qu'elle adoptait lorsqu'elle annonçait des nouvelles importantes. « Miss Marple, avez-vous entendu ? Une chose terrible est arrivée. Le colonel Prothero est mort. On dit qu'il a été assassiné, et le docteur Price s'est rendu à The Larch il y a moins de 20 minutes, et est revenu très secoué, vraiment très secoué, et la police a été appelée depuis Much Benham. » Miss Marple poussa des cris de surprise appropriés et obtint de Madame Price Ridley les détails dont elle disposait, qui étaient fragmentaires mais suggestifs. Le colonel avait été retrouvé par sa femme à 8h du matin, affalé sur son bureau dans son cabinet de travail, un coupe-papier planté entre les omoplates. Madame Prothero avait immédiatement appelé le médecin, mais il était clair que le décès était survenu plusieurs heures auparavant, probablement pendant la nuit. « Et le plus terrible, » poursuivit Madame Price Ridley avec délectation, « c'est qu'il devait y avoir une réunion du conseil paroissial ce matin, au sujet des réparations du toit de l'église. Vous vous souvenez,
et le colonel Prothero devait la présider. Donc bien sûr, tout le monde est déjà au courant, et j'imagine que le village va être dans tous ses états. Cette prédiction s'avéra exacte. À midi, Miss Marple avait reçu 4 autres appels téléphoniques et 3 visiteurs, chacun apportant des variantes de la même nouvelle, accompagnées de leurs propres embellissements et théories. Mademoiselle Hartnell, qui arriva avec un panier d'œufs qu'elle avait promis de ses poules, était convaincue qu'il s'agissait d'un cambrioleur, car tout le monde savait que The Larches possédait de l'argenterie de grande valeur. Madame Dane Caltrop, la femme du vicaire, qui possédait à la fois de l'intelligence et une immunité rafraîchissante contre l'hystérie, pensait qu'il s'agissait plus probablement de quelqu'un que le colonel connaissait, car il n'y avait aucun signe d'effraction et les portes-fenêtres du bureau avaient été verrouillées de l'intérieur. Et la jeune mademoiselle Cresswell, qui enseignait à l'école du village et semblait perpétuellement essoufflée par le drame de la vie, chuchota qu'elle avait entendu dire, sans pouvoir préciser par qui, que madame Prothero avait été vue au village la veille au soir, alors qu'elle aurait dû être chez elle, sans toutefois pouvoir expliquer clairement ce que cela signifiait. Miss Marple les écoutait tous avec la même attention, ses aiguilles avançant régulièrement dans la laine bleu pâle, ses yeux bleu porcelaine doux et intéressés derrière ses lunettes. Elle posait des questions douces qui semblaient provenir d'une vague confusion due à l'âge, mais qui avaient pour effet de susciter plus d'informations que ses visiteurs n'avaient peut-être l'intention de partager. À quelle heure était prévue la réunion du conseil paroissial? À 9h30. Et quelqu'un avait-il vu le colonel hier? Mademoiselle Hartnell l'avait vu chez l'épicier dans l'après-midi et il semblait préoccupé, peut-être un peu irritable, mais il était souvent irritable. Le pauvre, c'était son caractère militaire. Madame Prothero avait-elle découvert le corps elle-même, seule? Eh bien, oui, apparemment, elle était descendue pour le petit déjeuner et s'était demandé pourquoi son mari n'était pas apparu. Puis elle était allée dans son bureau et l'avait trouvé. C'était très triste, vraiment très triste, même si Madame Dane Caltrop ajouta avec sa franchise habituelle que les Prothero n'étaient pas un couple particulièrement dévoué, tout le monde le savait, et qu'il y avait eu récemment des rumeurs au sujet de Madame Prothero et du Major Vaughan, qui venait de prendre sa retraite dans le village et qui avait un air plutôt fringant malgré sa boiterie due à la Grande Guerre. Lorsque ses visiteurs furent partis et que Miss Marple se retrouva seule avec son tricot et ses pensées, elle resta immobile pendant plusieurs minutes, repassant dans son esprit ce qu'elle avait appris. Les faits étaient les suivants. Le colonel Prothero, un homme de 65 ans, militaire à la retraite, riche grâce à ses services en Inde, avait été poignardé dans son bureau au cours de la nuit. Sa femme, Gloria Prothero, âgée de 43 ans, l'avait découvert à 8h du matin. Aucun signe d'effraction, ce qui suggérait que le meurtrier avait été admis par le colonel lui-même, qu'il avait une clé ou qu'il se trouvait déjà dans la maison lorsque les occupants s'étaient retirés. Madame Prothero était réputée pour son agitation et avait été vue dehors la veille au soir. Des rumeurs circulaient à son sujet et au sujet du Major Vaughan. Et il y avait ces roses dans la vitrine du magasin de Madame Dawlish, qui fleurissaient de manière impossible hors saison, apportées par Madame Prothero la veille au soir. Miss Marple réfléchit longuement à ces roses. Cela lui rappela, même si le lien pouvait sembler fantaisiste, un incident survenu il y a de nombreuses années, impliquant Madame Skinner, la veuve du drapier, qui avait apporté un magnifique gâteau éponge à la kermesse de l'église, affirmant l'avoir préparé le matin même, alors que Miss Marple avait remarqué que le gâteau était légèrement rassis sur les bords, ce qui suggérait qu'il datait d'au moins 2 jours. La raison, comme on l'apprit plus tard, était que Madame Skinner était partie rendre visite à sa sœur alors qu'elle aurait dû faire son gâteau et qu'elle avait inventé cette histoire pour dissimuler une absence qu'elle ne souhaitait pas expliquer. Les roses, comme le gâteau, étaient un détail qui ne collait pas tout à fait.
Et Miss Marple avait appris depuis longtemps que de tels détails, aussi insignifiants fussent-ils, étaient souvent les fils qui, une fois tirés, démêlaient toute une histoire, inventée de toutes pièces. En milieu d'après-midi, l'inspecteur Slack de la police de Much Benham s'était installé à The Larches et menait des interrogatoires avec une efficacité implacable. L'inspecteur Slack était un homme qui croyait aux faits, aux preuves et à l'application directe de la logique, et il avait peu de patience pour ce qu'il appelait les ragots de village et l'intuition féminine. Miss Marple l'avait déjà rencontré à plusieurs reprises et savait qu'il était compétent dans les limites de ses capacités, même si celles-ci étaient considérables lorsqu'il s'agissait de comprendre les subtilités du comportement humain. Elle ne s'attendait pas à être consultée, et elle ne le fut pas. Mais les informations lui parvenaient néanmoins grâce au réseau complexe de domestiques, de commerçants et de voisins concernés qui faisaient du village un service de renseignement plus efficace que tout ce que la police pouvait imaginer. Au moment où Miss Marple s'assit pour prendre son simple souper, composé de soupe et de pain, elle avait appris de diverses sources que l'inspecteur Slack avait concentré son attention sur 3 personnes. La première était Madame Gloria Prothero elle-même, ce qui était peut-être inévitable étant donné que les conjoints étaient toujours suspects et que les ragots sur le major Vaughan fournissaient un mobile possible. Le deuxième était Timothy Bosworth, le secrétaire du colonel, un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait été réformé de son poste à Londres en raison d'un problème nerveux et était venu à St. Mary Mead pour mener une vie tranquille, travaillant pour le colonel Prothero afin de gérer sa correspondance et ses affaires. Le troisième était Arthur Reeves, le neveu et unique héritier du colonel, qui vivait à Londres mais avait été vu dans le village l'après-midi précédent, bien qu'il ait prétendu être retourné en ville par le train du soir. Chacun avait un mobile, ou pouvait être considéré comme ayant un mobile si l'on regardait les choses sous un certain angle. Madame Protheros allait hériter de The Larch et d'une fortune considérable et serait libre d'épouser le major Vaughan si elle le souhaitait. Timothy Bosworth s'était récemment disputé avec le colonel. La femme de chambre de Madame Anstrutter avait entendu des cris provenant du bureau 2 jours auparavant, et des rumeurs circulaient selon lesquelles le colonel avait découvert des irrégularités dans les comptes. Arthur Reeves était criblé de dettes. Tout le monde le savait. Il avait emprunté à plusieurs reprises à son oncle qui avait refusé la dernière fois, et le colonel avait déclaré qu'il modifiait son testament pour léguer la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives, ne laissant à Arthur qu'une somme symbolique. 3 suspects crédibles, 3 motifs plausibles pour commettre un meurtre, et l'inspecteur Slack allait suivre chaque piste avec une détermination acharnée jusqu'à ce qu'il trouve des preuves suffisantes pour procéder à une arrestation. Miss Marple termina son souper, fit la vaisselle et retourna dans son salon où le cardigan bleu pâle l'attendait sur sa chaise. Elle le prit et examina son travail. Elle en était arrivée à la manche, ce qui demandait de la concentration, mais son esprit n'était pas au tricot. Elle pensait plutôt à quelque chose que Timothy Bosworth avait dit plus tôt dans la journée, lorsqu'elle l'avait brièvement croisé devant la poste. Il était très pâle, visiblement bouleversé, et avait balbutié quelque chose à propos d'une terrible découverte, sans toutefois préciser de quoi il s'agissait. Miss Marple lui avait exprimé sa sympathie et son inquiétude, et Timothy l'avait regardé avec des yeux effrayés et avait dit « Je ne savais pas, Miss Marple, je vous jure que je ne savais pas ce que cela signifiait, pas avant ce matin, et maintenant il est trop tard, et je vais être tenu pour responsable. » Puis il s'était éloigné précipitamment, avant qu'elle n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, lui laissant l'impression d'un jeune homme en détresse. Non pas le comportement calculé d'une conscience coupable, mais plutôt quelque chose qui ressemblait davantage à une prise de conscience horrifiée. Le lendemain matin,
La pluie s'était mise à tomber, une pluie fine et persistante qui avait rendu le village gris et semblait correspondre à l'humeur générale. Miss Marple assista à la messe de 8 heures à St. Mary's, où le révérend Dane Caltrop dirigea les prières pour les morts et pour la justice, et où la congrégation était plus nombreuse que d'habitude, chacun cherchant soit un réconfort spirituel, soit l'occasion d'observer ses voisins et d'évaluer qui semblait le plus coupable. Madame Prothero n'était pas présente, ce qui était compréhensible vu les circonstances, mais le major Vaughan était là, assis au dernier rang, l'air mal à l'aise, sous le poids des regards spéculatifs. Miss Marple remarqua qu'il gardait les yeux fixés sur l'autel et qu'il partit immédiatement après la bénédiction, sans s'attarder pour les discussions habituelles, après le service dans le cimetière. En rentrant chez elle sous la pluie, Miss Marple rencontra le jeune Dr. Griffiths, qui avait rejoint le cabinet du vieux Dr. Price l'année précédente et apporté avec lui des idées modernes et un manque de pomposité rafraîchissant. Il lui fit un signe de tête et aurait continué son chemin, mais Miss Marple le retint en lui posant une question sur la nature précise de la blessure du colonel Prothero. Le docteur Griffiths hésita, son devoir de discrétion professionnelle luttant contre sa nature aimable, puis dit à voix basse « Entre nous, Miss Marple, il s'agissait d'un seul coup de couteau, porté très précisément entre les côtes pour transpercer le cœur. La mort a dû être presque instantanée. Le coupe-papier provenait du bureau du colonel. Il était assez particulier, avec un manche en ivoire orné de l'écusson du régiment. Et ce qui est curieux, même si l'inspecteur Slack ne semble pas y accorder d'importance, c'est que le colonel était assis à son bureau comme s'il avait été en train de travailler sur sa correspondance, mais il n'y avait aucune lettre en vue. Seulement un buvard propre et son stylo posé sur le bureau comme s'il venait de le poser. Ce détail intéressa beaucoup Miss Marple. Un buvard propre suggérait soit que ce que le colonel avait écrit avait été retiré, soit qu'il n'avait pas écrit du tout, mais qu'il était assis à son bureau dans un autre but. Elle remercia le docteur Griffith et continua son chemin vers la maison, son esprit réfléchissant à toutes les possibilités. Un meurtre qui donnait l'impression que le colonel avait travaillé tard dans son bureau, tué par quelqu'un qui l'avait laissé entrer ou qui se trouvait déjà dans la maison, quelqu'un qui savait où était rangé le coupe-papier et qui avait pu s'approcher suffisamment pour frapper sans que le colonel ne donne l'alerte. Cela suggérait une certaine familiarité, une confiance, ou du moins une absence de crainte. Le courrier du matin apporta un développement inattendu. Miss Marple reçut une note de Madame Dane Caltrop, lui demandant si elle pouvait se rendre au presbytère dès que possible. Et lorsqu'elle s'y présenta 1 heure plus tard, elle trouva la femme du vicaire dans un état d'agitation considérable. « Ma chère Miss Marple, j'ai longuement réfléchi à l'opportunité d'en parler à l'inspecteur Slack. Mais c'est un homme tellement littéral que je crains qu'il n'en tire une conclusion tout à fait erronée. Alors j'ai pensé vous consulter d'abord. » Elle sortit une lettre du tiroir de son bureau, la manipulant comme si elle était contaminée. « Elle est arrivée hier matin pour mon mari, avant que nous apprenions la nouvelle concernant le colonel, et elle est assez troublante. » La lettre, écrite d'une main soignée et précise sur du papier de bonne qualité, était adressée au révérend Dane Caltrop et ne contenait qu'un seul paragraphe. « Je vous écris pour vous informer que le colonel Prothero s'est livré à des actes indignes d'un gentleman chrétien et a causé un préjudice considérable par ses actions. Je pense qu'il est de votre devoir, en tant que berger spirituel, de vous occuper de cette affaire avant que d'autres dommages ne soient à causer. Je reste anonyme pour des raisons évidentes, mais je vous assure que ces informations sont exactes et peuvent être vérifiées. » Madame Dane Caltrop se tordait les mains, désemparée. Vous voyez le problème ? Quelqu'un dans le village nourrissait une rancune contre le colonel, peut-être suffisamment grave pour justifier un meurtre. Mais qui ? L'écriture ne nous apprend rien, si ce n'est qu'elle est cultivée, et le papier est du papier à lettres ordinaire que n'importe qui peut acheter.
Mon mari était très troublé par cette lettre et avait l'intention de parler au colonel en privé, mais bien sûr, il est trop tard maintenant. Dois-je la remettre à l'inspecteur Slack? Cela ne fera-t-il que compliquer les choses? Miss Marple examina attentivement la lettre, la tenant à la lumière, examinant la forme des lettres, l'espacement, la pression du stylo. Puis elle dit doucement « Je pense, ma chère, que vous devez la remettre à l'inspecteur, car c'est une preuve, même si sa signification n'est pas immédiatement claire. Mais pourrais-je d'abord en faire une copie? Ma vue n'est plus ce qu'elle était, et j'aimerais l'étudier plus attentivement chez moi. » Madame Dane Caltrop accepta volontiers, et Miss Marple transcrivit la lettre mot à mot dans son carnet, remarquant au passage que le style était légèrement guindé, comme si l'auteur cherchait délibérément à dissimuler son style naturel, ou n'était peut-être pas tout à fait à l'aise avec l'anglais écrit. De retour chez elle, Miss Marple trouva mademoiselle Cresswell qui l'attendait sur le pas de sa porte, frémissant d'impatience à l'idée de lui révéler des informations qu'elle avait dû réprimer. « Oh, Miss Marple, je suis si contente de vous avoir trouvée. Je viens de The Lashs. La police m'a demandé de venir faire une déposition parce que j'étais à la réunion de planification du conseil paroissial il y a 2 jours où le colonel a dit quelque chose qui pourrait être pertinent. Et pendant que j'attendais dans le salon, j'ai entendu une terrible dispute entre Madame Prothero et Arthur Reeves. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un, voyez-vous, et ils étaient dans le hall, juste à côté, et Madame Prothero disait « Vous m'aviez promis que cela se ferait discrètement, sans scandale, sans police, et regardez ce qui s'est passé. » Et Arthur a répondu « Comment pouvais-je savoir qu'il irait aussi loin ?» Je pensais que ce n'était que des paroles en l'air, des menaces. Puis Madame Prothero a dit quelque chose que je n'ai pas bien compris, mais qui ressemblait à « c'est rose » ou « c'est pose » ou quelque chose comme ça. Puis ils ont dû se rendre compte que quelqu'un pouvait les entendre, car ils se sont éloignés, et je n'ai plus rien entendu. Miss Marple invita mademoiselle Cresswell à entrer, et lui offrit du thé et des biscuits, tout en lui demandant de lui raconter en détail tout ce dont elle se souvenait de la conversation qu'elle avait entendue. Les implications étaient troublantes. Cela suggérait une sorte de complot, ou du moins une coordination entre Madame Prothero et Arthur Reeves, peut-être liée à la mort du colonel. Mais la référence aux roses attira fortement l'attention de Miss Marple. Était-ce lié à ces fleurs hors saison dans la boutique de Madame Dawlish? Elle interrogea mademoiselle Cresswell pour savoir exactement quand elle avait entendu la conversation, à quelle heure elle était arrivée à The Lashs et qui d'autres étaient présents. Mademoiselle Cresswell, flattée par tant d'attention, lui fournit un récit détaillé à partir duquel Miss Marple déduisit que l'inspecteur Slack interrogeait Timothy Bosworth dans le bureau lorsque mademoiselle Cresswell était arrivée, et que Timothy en était ressorti encore plus pâle et effrayé qu'auparavant, et avait été averti de ne pas quitter le village. Dans l'après-midi, la pluie avait cessé, et un soleil pâle était apparu, transformant le village en un paysage de pierres humides et de feuilles ruisselantes. Miss Marple, vêtue de son beau manteau et munie de son sac à main, se rendit à The Lashs, où elle se présenta à l'entrée des domestiques et demanda si elle pouvait parler à Mary, la femme de chambre. Mary, une jeune fille sensée qui avait autrefois été au service de la nièce de Miss Marple, était ravie de discuter pendant sa pause thé, et autour de tasses de thé fort dans la cuisine, Miss Marple apprit beaucoup de choses que l'inspecteur Slack n'avait probablement pas pensé à demander. Mary confirma que Madame Prothero était sortie la veille au soir, quittant la maison vers 7 heures et ne revenant que vers 11 heures. Ce qu'elle savait parce qu'elle faisait des raccommodages dans sa chambre et avait entendu la porte d'entrée. Le colonel avait dîné seul et s'était retiré dans son bureau vers 8 heures, demandant à Mary de ne pas le déranger car il avait des documents importants à examiner. Mary s'était couchée à 10 heures et la maison était calme, sans bruit de dispute ni de perturbation. Mais voici ce qui est étrange. Miss Marple,
dit Mary en se penchant vers elle d'un air confidentiel. « Quand je suis entré dans le bureau ce matin, après le départ de la police, pour ranger, j'ai remarqué la fenêtre, la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Elle était fermée de l'intérieur, mais la clé était par terre, comme si elle était tombée ou avait été éjectée du rebord. J'ai trouvé cela étrange, car le colonel laissait toujours la clé dans la serrure. Il ne la retirait jamais. C'était son habitude. » Miss Marple acquiesça d'un air pensif. Une clé tombée par terre suggérait peut-être une lutte, ou quelqu'un partant précipitamment et tâtonnant avec la serrure, ou peut-être quelque chose de plus calculé, une mise en scène. Elle posa des questions sur les roses dans la serre, et Mary confirma que Madame Protheroe cultivait effectivement des variétés estivales à l'aide de chaleur artificielle et de lampes spéciales. Un passe-temps qui coûtait une fortune mais donnait des résultats remarquables. Et oui, elle avait coupé plusieurs fleurs lundi soir avant de sortir, disant qu'elle allait les apporter à l'église pour l'autel. Pourtant, les roses avaient fini dans la vitrine du magasin de Madame Dawlish, ce qui suggérait que Madame Protheroe s'était arrêtée là plutôt qu'à l'église. Pourquoi? Miss Marple remercia Mary, lui glissa un petit cadeau en guise de remerciement et partit, son esprit assemblant les pièces du puzzle comme les fragments d'une tasse de thé cassée, cherchant à voir comment les bords pouvaient s'emboîter pour former une image compréhensible. Cela lui rappela, même si cela pouvait paraître absurde, un incident impliquant le jeune Ronald Dimmock, qui avait dit à tout le monde qu'il avait passé son samedi à pêcher à la rivière, mais qui était en réalité allé en ville voir un spectacle de music hall que ses parents n'auraient pas approuvé. Son mensonge avait été trahi par le fait qu'il avait mentionné avoir attrapé des truites, mais la rivière était trop haute pour pêcher la truite ce week-end-là. Un détail que seul quelqu'un qui pêchait réellement pouvait remarquer. L'erreur de Ronald avait été d'essayer de couvrir un mensonge par un autre, en ajoutant des détails inutiles qui avaient révélé la supercherie. Miss Marple soupçonnait que les roses pouvaient être une erreur similaire, quelque chose qui semblait corroborer un alibi, mais qui en réalité le discréditait. Ce soir-là, Miss Marple reçut une visite inattendue. Le major Vaughan se présenta à sa porte au crépuscule, chapeau à la main, l'air à la fois déterminé et mal à l'aise. Miss Marple l'invita à entrer dans son salon, où les lampes diffusaient une douce lumière et où l'atmosphère incitait à la confiance. Le major Vaughan accepta un verre de sherry, puis, avec la franchise d'un militaire, déclara « Miss Marple, j'ai entendu dire que vous aviez la réputation de bien comprendre les gens, de voir la vérité des choses. Je veux vous dire quelque chose avant d'en parler à la police, car j'ai besoin de savoir si cela va aggraver la situation pour Gloria. Pour Madame Protheroe, devrais-je dire. » Il fit une pause, tournant le verre de sherry entre ses mains. « J'étais avec elle lundi soir. Nous nous sommes retrouvés dans l'ancien hangar à bateau près de la rivière, loin du village, où personne ne pouvait nous voir. Il est vrai que nous avons développé une certaine affection l'un pour l'autre. Mais je vous jure qu'il ne s'est rien passé de répréhensible, rien qui puisse déshonorer ses vœux de mariage. Nous nous sommes rencontrés pour discuter, c'est tout, pour évoquer ce qui serait possible si les circonstances étaient différentes. Nous sommes restés là de 7h30 à presque 11h. Miss Marple écouta avec son expression douce et sans jugement, et le major Vaughan, encouragé, poursuivit. Gloria m'a dit que le colonel se méfiait de notre amitié et avait menacé d'en faire un scandale, de divorcer d'avec elle dans le cadre d'une procédure publique qui ruinerait notre réputation à tous les deux. Elle était très bouleversée. Nous avons discuté des possibilités. J'ai proposé de parler moi-même au colonel pour l'assurer de mes intentions honorables. Mais Gloria a dit que cela ne ferait qu'empirer les choses, que son mari était implacable une fois qu'il s'était fait une opinion. Quand nous nous sommes quittés, elle rentrait directement chez elle. Je l'ai regardée remonter l'allée vers The Larches. Je n'ai pas tué le colonel Protheroe, Miss Marple, mais je ne peux pas prouver que je ne l'ai pas fait.
car après avoir quitté Gloria, je suis rentré seul chez moi, et ma gouvernante se couche tôt et ne saurait pas à quelle heure je suis rentré. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais je ne suis pas disposé à laisser Gloria être accusée de meurtre pour me sauver. Si le fait de lui fournir un alibi signifie que je deviens le principal suspect, qu'il en soit ainsi. Je voulais que vous sachiez la vérité avant d'en parler demain à l'inspecteur Slack. » Après le départ du major Vaughan, Miss Marple resta longtemps assise à réfléchir. Si le récit du major Vaughan était vrai, et elle était encline à le croire, car il fallait un courage considérable pour se placer volontairement sous le coup de soupçon, alors Madame Prothero avait un alibi pour les heures cruciales. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas mentionné immédiatement? La réponse, bien sûr, était la réputation, cette denrée si fragile dans la vie d'un village, qui vaut la peine d'être protégée même au prix de paraître coupable de meurtre. Pourtant, il y avait quelque chose de troublant dans la chronologie des événements. Madame Prothero avait coupé des roses lundi soir, était probablement allée quelque part avec elle avant de rencontrer le major Vaughan à 7h30, puis était rentrée chez elle à 11h. Les roses étaient apparues dans la vitrine du magasin de Madame Dawlish, apportées par Madame Prothero selon la commerçante. Mais Madame Dawlish fermait sa boutique à 6h chaque soir, ce qui signifiait que Madame Prothero devait avoir livré les roses avant cette heure-là, peut-être bien avant. Ce qui contredisait l'hypothèse selon laquelle elle les avait coupées juste avant de sortir. Miss Marple prit son tricot, trouvant que le mouvement rythmique des aiguilles l'aidait à réfléchir. Elle en était maintenant à la deuxième manche, le motif exigeant une attention particulière aux diminutions au niveau des épaules. Et tout en travaillant, elle réfléchissait au timing, aux roses, aux clés tombées par terre, aux lettres anonymes, aux querelles entendues par hasard et aux yeux effrayés du jeune Timothy Bosworth. Elle réfléchissait à la nature humaine, aux choses terribles que les gens ordinaires pouvaient faire lorsqu'ils étaient tout poussés par la peur, la cupidité ou le désespoir, sur le fait que la respectabilité était souvent un masque cachant quelque chose de bien plus sombre. Il y avait eu une affaire à St. Mary Mead, il y a des années, impliquant Madame Pusey et sa belle-sœur, où ce qui semblait être un tragique accident s'était avéré être un acte délibéré. Et la clé pour comprendre cela avait été de reconnaître que les deux femmes, qui semblaient très attachées l'une à l'autre, nourrissaient en réalité une profonde rancœur mutuelle qui avait couvé pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle éclate en violence. Le meurtre du colonel Prothero présentait les mêmes caractéristiques. Un grief longtemps refoulé qui avait fini par atteindre son paroxysme, non pas un acte impulsif, mais quelque chose qui avait mûri jusqu'à devenir inévitable. Le lendemain matin, des événements dramatiques se sont produits. L'inspecteur Slack, le visage sombre de satisfaction, a annoncé qu'il avait arrêté Timothy Bosworth, soupçonné de meurtre. Les preuves, qui se sont répandues à une vitesse remarquable dans le village, étaient accablantes. Les empreintes digitales de Timothy se trouvaient sur le coupe-papier, mais cela pouvait s'expliquer par le fait qu'il l'avait manipulé dans le cadre de ses fonctions de secrétaire. Plus important encore, un chèque annulé avait été découvert dans les appartements de Timothy d'un montant de 200 livres sterling, signé par le colonel Prothero et daté de 3 semaines auparavant. Timothy affirmait qu'il s'agissait d'un paiement légitime pour ses services, mais il ne pouvait produire aucun document à l'appui, et les registres bancaires du colonel ne faisaient apparaître aucune entrée correspondante dans les livres comptables tenus par Timothy. La conclusion était claire. Timothy avait détourné des fonds, le colonel l'avait découvert, et Timothy l'avait tué pour éviter d'être démasqué. L'inspecteur Slack déclara que l'affaire était effectivement résolue, dans l'attente des accusations officielles. Le village, qui était divisé dans ses soupçons, commença à se rallier à cette version des faits. Après tout, cela avait un certain sens. Timothy était un étranger. Il n'était pas né dans la région.
Il était venu de Londres dans des circonstances obscures, impliquant une sorte de dépression nerveuse, et il était donc déjà légèrement suspect, comme le sont toujours les étrangers dans les communautés très soudées. Madame Prothero et le major Vaughan, en revanche, étaient des personnes de qualité, le genre de personnes qui pouvaient enfreindre les règles sociales, mais qui ne commettraient certainement pas de meurtre. Arthur Reeves était un membre de la famille, aussi dissolue soit-elle, et bénéficiait d'une certaine protection grâce à ce statut. Mais Timothy Bosworth était sacrifiable, et s'il était coupable, le village pourrait retrouver une certitude confortable et la tragédie des Prothero pourrait être classée comme un incident malheureux provoqué par l'impulsion charitable du colonel d'employer un jeune homme en difficulté. Miss Marple observa ce changement d'opinion collective avec intérêt et une certaine tristesse, reconnaissant à quel point les êtres humains adhèrent rapidement à des récits qui leur permettent d'éviter des vérités inconfortables. Elle-même restait sceptique. Les preuves contre Timothy étaient au mieux circonstancielles, et son comportement ne correspondait pas au profil d'un homme coupable essayant de cacher son crime. Il semblait sincèrement terrifié et déconcerté, et non provocateur ou calculateur. Miss Marple décida qu'il était temps de parler directement à Timothy, et grâce à l'intervention de M. Grayson, l'avocat qui avait connu le père de Miss Marple et lui devait plusieurs faveurs, elle obtint la permission de rendre visite à Timothy dans la chambre de la maison du constable où il était détenu, en attendant son transfert à Much Benham. Timothy avait l'air hagard, les yeux rougis, et il salua Miss Marple avec un mélange d'espoir et de désespoir, qui était douloureux à voir. « Je ne l'ai pas tué, Miss Marple, » dit Timothy d'une voix rauque. « Mais j'ai bien peur de savoir qui l'a fait, ou du moins je crois le savoir, et c'est presque pire parce que j'ai participé à cela sans m'en rendre compte. Et maintenant, si je dis la vérité, les gens diront que j'essaie de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. » Miss Marple s'installa dans le fauteuil en face de lui et lui dit doucement « Racontez-moi tout, depuis le début, et laissez-moi m'occuper de ce que les gens diront. La vérité finit toujours par se savoir. » Et ainsi, Timothy, hésitant, marquant de nombreuses pauses et manifestement bouleversé, raconta son histoire. Il était employé par le colonel Prothero depuis 8 mois, s'occupant de la correspondance, de la comptabilité et des affaires courantes. Le colonel était un employeur exigeant, mais pas méchant, et Timothy était reconnaissant de pouvoir reconstruire sa vie après les difficultés rencontrées à Londres, qui, comme il le révéla alors, étaient liées à une dette de jeu et à la dépression qui en avait résulté et qui lui avait coûté son emploi. 3 semaines auparavant, Arthur Reeves avait approché Timothy avec une proposition. Arthur avait désespérément besoin de 200 livres, des dettes qui ne pouvaient attendre, et il savait que son oncle lui refuserait. Mais si Timothy préparait un chèque, et si Arthur pouvait obtenir la signature de son oncle par une ruse, ils pourraient se partager l'argent, et le colonel n'en saurait jamais rien, puisque Timothy contrôlait les comptes et pouvait manipuler les registres pour cacher la différence. Timothy, honteux à présent, admit qu'il avait accepté, car il avait lui-même besoin d'argent pour couvrir ses propres dettes. Arthur avait réussi à obtenir la signature du colonel. Timothy ne lui avait pas demandé comment, et ils avaient encaissé le chèque et partagé le produit. Mais 2 jours auparavant, le colonel avait interrogé Timothy au sujet d'une différence dans les comptes. Rien de précis, juste une question générale pour savoir si tout était correctement équilibré. Timothy avait paniqué, certain d'avoir été découvert, et s'était préparé à avouer lorsque le colonel avait été tué. « Et voici la partie terrible, » dit Timothy, la voix brisée. Le lendemain matin de la mort du colonel, j'ai reçu une note remise en main propre, sans signature, sans cachet de la poste. Elle disait « Détruisez immédiatement le chèque annulé si vous tenez à votre liberté. Personne d'autre n'est au courant. »
Mais je ne l'ai pas détruit, Miss Marple, car détruire une preuve me semblait être un aveu de culpabilité pour le meurtre, et pas seulement pour le détournement de fonds. Et puis la police l'a trouvé en fouillant ma chambre, et maintenant, l'inspecteur Slack pense que c'est la preuve que j'ai tué le colonel pour couvrir le vol. Il enfouit son visage dans ses mains. J'ai été stupide, faible et malhonnête, mais je ne suis pas un meurtrier. Et je pense que quelqu'un d'autre était au courant pour le chèque. Quelqu'un qui voulait que je sois accusé du meurtre. Quelqu'un qui a envoyé cette note en sachant que je paniquerais et que j'essaierais de détruire la preuve, ce qui me ferait paraître encore plus coupable. Miss Marple réfléchit attentivement. Si le récit de Timothy était vrai, alors Arthur Reeves l'avait impliqué dans une fraude, et quelqu'un, probablement Arthur lui-même ou un complice, essayait maintenant de faire accuser Timothy de meurtre. La note anonyme était particulièrement intéressante. Une manipulation psychologique conçue pour produire exactement la réaction qu'elle avait suscitée. Soit Timothy détruirait le chèque, se rendant ainsi coupable, soit il le garderait et il serait trouvé par la police, le rendant ainsi coupable. Dans les deux cas, il était piégé. Elle interrogea Timothy au sujet du bureau du colonel, lui demandant s'il s'y était rendu lundi soir. Et Timothy secoua la tête. « Je suis parti à 6 heures, comme d'habitude, et je ne suis pas revenu. La dernière fois que j'ai vu le colonel vivant, c'était lundi après-midi, lorsqu'il m'a donné des lettres à poster. Il semblait préoccupé, mais pas particulièrement en colère ou bouleversé. Tout à fait normal. » Miss Marple remercia Timothy et partit, son esprit réfléchissant aux implications. Elle était désormais certaine que l'accusation portée contre Timothy était en grande partie fabriquée, fondée sur des preuves délibérément placées là, pour détourner les soupçons du véritable meurtrier. Mais qui, Arthur Reeves, était le candidat évident, compte tenu de son implication dans la fraude au chèque, mais aurait-il tué son propre oncle et tenté de faire porter le chapeau à son complice? Cela semblait extrêmement cruel. Mais le désespoir pouvait pousser les gens à commettre des actes extrêmes. Elle repensa aux roses, ces fleurs estivales qui avaient fleuri de manière impossible et avaient été livrées à la boutique de Madame Dawlish avant la fermeture de celle-ci le lundi soir. Madame Prothrow avait un alibi pour la fin de soirée, si l'on en croyait le témoignage du major Vaughan, mais qu'en était-il pour les heures précédentes? Et si le timing de tout cela n'était pas ce qu'il semblait être? Miss Marple rentra lentement chez elle, s'arrêtant sur la place du village pour observer les canards sur l'étang et mettre de l'ordre dans ses pensées. Une remarque faite plus tôt par Madame Dane Caltrop résonnait maintenant dans son esprit. Le colonel était assis à son bureau comme s'il travaillait, mais il n'y avait aucune correspondance, seulement un buvard propre. Cela suggérait une mise en scène, une tentative de créer l'impression d'une chronologie particulière. Si le colonel était mort plus tôt que prévu, s'il avait été tué non pas tard dans la nuit de lundi, mais plus tôt dans la soirée, alors divers alibis et hypothèses s'effondreraient. Mais le docteur Griffith avait estimé l'heure du décès en se basant sur la température corporelle et la rigidité cadavérique. Et les médecins étaient informés à ce type d'évaluation. Ils ne pouvaient sûrement pas se tromper de plusieurs heures. À moins, pensa Miss Marple, qu'il y ait eu des facteurs qui aient affecté le processus habituel, la température peut-être, ou quelque chose d'autre qui ait modifié la vitesse de refroidissement du corps. Elle se souvint soudainement et très clairement d'un incident survenu à St. Mary Mead, impliquant le vieux M. Cargill, qui avait été retrouvé mort dans son cottage un matin d'hiver, apparemment décédé pendant la nuit de cause naturelle. Mais Miss Marple, venue présenter ses condoléances, avait remarqué que le feu était complètement éteint, sans aucune trace de chaleur dans les cendres. Ce qui semblait étrange étant donné que M. Cargill gardait toujours un feu allumé toute la nuit par temps froid. Une enquête plus approfondie avait révélé que M. Cargill était en fait décédé l'après-midi précédent, mais que quelqu'un avait soigneusement
mis en scène la scène pour suggérer un décès plus tardif, en déplaçant le corps et en le disposant de manière à suggérer qu'il était mort paisiblement dans son sommeil. La raison, en fin de compte, était le moment de l'héritage. Un parent qui avait besoin que M. Cargill meure après minuit plutôt qu'avant pour des raisons juridiques complexes. Le principe était le même ici. Créer une fausse chronologie en manipulant les preuves mêmes du décès. Miss Marple est arrivée chez elle et a trouvé Madame Dane Caltrop qui l'attendait, sur le pas de sa porte, l'air troublé. « Ma chère Miss Marple, je viens de The Larches, où je suis allé apporter un réconfort spirituel à Madame Prothero, et je dois vous dire quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Au cours de la conversation, j'ai mentionné que le major Vaughan s'était rendu à la police ce matin pour fournir un alibi à Madame Prothero, et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle est devenue toute pâle et a dit « Il n'aurait pas dû faire ça, cela va tout gâcher. » Pas « comme c'est gentil de sa part » ou « Dieu merci », mais « cela va tout gâcher ». Que voulait-elle dire par là? Miss Marple l'invita à entrer et prépara du thé, écoutant Madame Dane Caltrop poursuivre son récit. Puis Arthur Reeves est arrivé, et lui et Madame Prothero ont eu une conversation privée dans le salon. Quand ils sont ressortis, Madame Prothero avait l'air furieuse et Arthur avait l'air effrayé, et il est parti presque immédiatement, sans parler à personne. Je suis certaine que quelque chose ne va vraiment pas, mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Miss Marple versa le thé dans des tasses délicates et dit d'un air pensif. « Ma chère, je me demandais si vous pourriez me rendre un service. Vous avez mentionné que votre mari avait reçu une lettre anonyme au sujet du colonel Prothero. Pourrais-je revoir cette lettre et la comparer à un échantillon d'écriture que j'ai justement sous la main? » Madame Dane Caltrop, perplexe mais consentante, sortit la lettre de son sac à main. Elle l'avait donnée à l'inspecteur Slack, mais celui-ci la lui avait rendue après l'avoir photographiée. Et Miss Marple la posa à côté de son carnet où elle l'avait transcrite plus tôt. Mais elle ne regarda pas sa propre transcription. À la place, elle sortit du tiroir de son bureau un bulletin paroissial datant de 3 mois, contenant une annonce manuscrite concernant le fonds de réparation du toit de l'église, rédigé par le secrétaire du comité, Arthur Reeves, en sa qualité de neveu et de représentant du colonel. L'écriture correspondait presque parfaitement à celle de la lettre anonyme, avec la même écriture soignée, la même formulation légèrement guindée, le même espacement et la même forme des lettres. « Arthur Reeves a écrit la lettre anonyme, » dit calmement Miss Marple, dans le but de créer une piste suggérant que quelqu'un dans le village avait des intentions meurtrières envers le colonel. « Je soupçonne qu'il a écrit des lettres similaires à d'autres personnes, semant le doute et créant une atmosphère générale de menace. Et je pense plutôt, ma chère, que le meurtre tout entier était une collaboration soigneusement planifiée par Arthur Reeves et Gloria Prothero, dans le but d'hériter de la fortune du colonel et d'être libres de poursuivre leurs intérêts respectifs. Arthur pour effacer ses dettes, Gloria pour épouser le major Vaughan. Timothy Bosworth a été délibérément impliqué dans le complot frauduleux afin de pouvoir être plus tard accusé du meurtre, un bouc émissaire commode ayant un mobile et l'opportunité. Madame Dane Caltrop eut le souffle coupé. Mais Gloria était avec le major Vaughan ce soir-là. Il lui a fourni un alibi. Miss Marple acquiesça. Oui, un alibi pour la fin de soirée, moment où tout le monde suppose que le meurtre a eu lieu. Mais que se passerait-il si le meurtre avait eu lieu beaucoup plus tôt et que le corps avait été positionné de manière à suggérer une heure de décès plus tardive? Ces roses, ma chère, sont la clé de tout. Madame Prothero a dit à Madame Dawlish qu'elle les avait coupées lundi soir avant de sortir, mais elle les a apportées au magasin avant 6 heures, car c'est l'heure de fermeture. Cela signifie qu'elle n'est pas allée directement retrouver le major Vaughan à 7h30. Elle avait du temps avant cela, le temps d'être chez elle, alors que le colonel était encore en vie. Je pense qu'elle l'a tué pendant ce laps de temps,
probablement vers 7 heures, puis qu'elle a disposé le corps et la scène de manière à suggérer qu'il avait travaillé tard dans la nuit. Elle a ensuite livré les roses pour créer un témoin de ses mouvements, a rencontré le major Vaughan au hangar à bateau pour établir son alibi tardif et est rentrée chez elle à 11 heures pour découvrir le corps le lendemain matin. Madame Dane Caltrop secoua la tête, peinant à comprendre les implications. Mais le médecin a estimé l'heure du décès à la fin de la soirée en se basant sur l'état du corps. Comment a-t-il pu se tromper de plusieurs heures? Miss Marple but une gorgée de thé. J'y ai réfléchi. Le bureau du colonel est équipé de porte-fenêtres donnant sur la terrasse, et Mary, la femme de chambre, a mentionné que la clé était tombée par terre. Je pense que ces fenêtres ont été ouvertes délibérément pendant la nuit, probablement par Arthur Reeves, qui avait une clé de la maison et qui est venu après minuit pour modifier la scène. L'air froid de la nuit aurait refroidi le corps plus rapidement, affectant la rigidité cadavérique et la température de manière à faire paraître l'heure du décès plus tardive qu'elle ne l'était en réalité. C'est une technique qui nécessite certaines connaissances en médecine légale, mais Arthur Reeves a travaillé pendant un certain temps comme greffier dans un bureau du coroner à Londres, selon les ragots du village, et aurait appris ces choses. La femme du vicaire était stupéfaite. « C'est monstrueux. Vous dites que Gloria a tué son mari, mis en scène le crime, rencontré le major Vaughan pour établir un alibi, sachant qu'il la croirait innocente, et que pendant tout ce temps, elle et Arthur Reeves travaillaient ensemble pour piéger le pauvre Timothy Bosworth. » Miss Marple acquiesça gravement. « J'en ai bien peur. Cela explique tout. Le chèque annulé que Timothy a été incité à créer, les lettres anonymes qui faisaient peser une menace sur le colonel, les roses livrées avant la rencontre avec le major Vaughan pour établir que Gloria était innocemment sortie, les porte-fenêtres ouvertes pour influencer l'heure du décès, la note envoyée à Timothy lui suggérant de détruire les preuves. Tout cela avait été soigneusement orchestré, et cela a failli fonctionner. La seule faille, c'est que Gloria n'a pas pu s'empêcher de montrer ses roses hors saison, les apportant au magasin où elle savait qu'elles seraient admirées et commentées, créant ainsi son alibi pour le début de soirée. Mais elle n'a pas réalisé que ces roses allaient en fait compromettre sa chronologie plutôt que la confirmer. Miss Marple posa sa tasse de thé avec un léger tintement. C'est comme dans l'affaire de ma belle Fletcher, qui avait dit à tout le monde qu'elle avait passé son mercredi après-midi chez la couturière à Much Benham et avait même produit un reçu comme preuve. Mais la date indiquée sur le reçu était erronée, mardi au lieu de mercredi, car Mabel se trouvait en réalité ailleurs, ce mercredi-là, et utilisait la couturière comme faux alibi. Elle s'était rendue chez la couturière mardi, dans le but précis d'obtenir le reçu, sans se rendre compte que cela compromettrait son mensonge, au lieu de le corroborer. Les personnes qui créent des alibis commettent souvent cette erreur. Elles ajoutent trop de détails, trop de preuves, et parmi cette abondance de preuves, il y a toujours une contradiction. Elle regarda Madame Dane Caltrop fixement. La question est maintenant de savoir quoi faire de cette information. L'inspecteur Slack est convaincu que Timothy est coupable et n'acceptera pas les théories qui compliquent sa solution toute faite. Nous avons besoin de preuves, de quelque chose de concret qui force la reconnaissance de la vérité. Madame Dane Caltrop redressa les épaules avec détermination. Alors nous devons trouver cette preuve. De quoi avez-vous besoin, Miss Marple? Miss Marple réfléchit. J'ai besoin de parler à nouveau à Madame Dawlish pour confirmer l'heure exacte de la livraison des roses et savoir si Gloria Prothero a dit autre chose qui pourrait être révélateur. J'ai besoin de parler à nouveau au major Vaughan pour lui poser des questions plus détaillées sur cette soirée au hangar à bateau. Si Gloria semblait anxieuse, si elle vérifiait fréquemment l'heure, si elle a mentionné les roses ou quoi que ce soit concernant ses déplacements avant leur rencontre. Et j'ai besoin, si possible,
d'examiner à nouveau le bureau du colonel, en particulier les portes-fenêtres et la température de la pièce. « Pensez-vous que votre mari pourrait m'aider » Madame Dane Caltrop acquiesça vigoureusement. « Il fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher qu'un innocent soit condamné. Je vais lui en parler immédiatement. » Le soir même, Miss Marple avait rassemblé les détails corroborants dont elle avait besoin. Interrogée avec soin, Madame Dawlish se souvint que Madame Prothero avait apporté les roses à 6h moins le quart, juste avant la fermeture, et qu'elle semblait agitée, légèrement essoufflée, et avait tenu à préciser qu'elle allait retrouver quelqu'un et ne pouvait pas rester pour discuter. Le major Vaughan, interrogé à nouveau avec une douce sympathie, se souvint que lorsque Gloria était arrivée au hangar à bateau, elle portait un petit sac en toile qui, selon elle, contenait des chaussures qu'elle voulait changer après avoir marché dans des champs boueux, bien que le major Vaughan se souvienne maintenant avoir trouvé cela étrange, car ses chaussures semblaient tout à fait propres. Il a également confirmé que Gloria avait regardé sa montre à plusieurs reprises pendant leur conversation, comme si elle surveillait attentivement l'heure, et avait insisté pour partir à 11h, moins le quart exactement, disant qu'elle devait être chez elle à 11h, pour sauver les apparences. L'examen du bureau, mené en présence du docteur Griffiths, du révérend Dane Caltrop et de l'inspecteur Slack, s'est avéré éclairant. Les portes-fenêtres, lorsqu'elles ont été testées, ont montré que leur ouverture entraînait une baisse significative de la température dans la pièce, et le docteur Griffiths, lorsqu'on lui a demandé de reconsidérer son estimation de l'heure du décès en fonction de la possibilité d'une manipulation de l'environnement, a admis que si la température de la pièce avait été délibérément abaissée plusieurs heures après le décès, ces calculs pouvaient facilement être erronés de 3 ou 4 heures. L'inspecteur Slack, à qui l'on a présenté ces preuves, ainsi que l'analyse de Miss Marple concernant la correspondance entre l'écriture d'Arthur Reeves et celle de la lettre anonyme, et les problèmes de chronologie liés aux roses, a commencé à reconsidérer à contre-cœur sa certitude. Une enquête plus approfondie a révélé qu'Arthur Reeves était bien revenu à St. Mary Mead tard dans la nuit de lundi, et non pas dans le train du soir comme il l'avait prétendu. Interrogé à nouveau, le chef de gare s'est souvenu qu'Arthur avait pris le train de 23h30 pour Londres, et non le train du matin. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque la police a fouillé le logement londonien d'Arthur Reeves et a trouvé, cachée dans un tiroir fermé à clé, une lettre de Gloria Prothero, datée de 3 semaines plus tôt, dans laquelle elle discutait de leur plan en termes prudents, mais sans équivoque. Une fois que tout sera arrangé et que thé aura été suffisamment mis dans le coup pour servir notre objectif, nous pourrons passer à l'action. Tu devras modifier la scène après coup, comme nous en avons discuté, pour gérer le timing. Les roses établiront mes premiers mouvements, et R fournira l'alibi ultérieur sans savoir qu'il le fait. Au matin, tout sera terminé et nous serons tous les deux libres. La lettre était l'arrêt de mort de Gloria, métaphoriquement parlant, une preuve irréfutable de complot et de préméditation. Les arrestations ont eu lieu un jeudi après-midi gris, 3 jours après la découverte du corps du colonel Prothero. Gloria Prothero a reçu la police dans son salon avec un calme glacial, niant tout même lorsque les menottes ont été placées sur ses poignets, mais Arthur Reeves s'est complètement effondré, pleurant et reprochant à Gloria de l'avoir entraînée dans le complot, affirmant qu'elle l'avait manipulé et qu'il n'avait accepté que par désespoir financier. Aucun des deux n'a montré de remords pour la mort du colonel, seulement de la fureur d'avoir été pris et une colère vindicative l'un envers l'autre, chacun essayant de minimiser son propre rôle tout en soulignant la culpabilité de son complice. Timothy Bosworth a été libéré immédiatement, son nom blanchi mais sa réputation ternie par la fausse accusation, et il a quitté St. Mary Mead la semaine suivante, déclarant qu'il ne se sentirait plus jamais à l'aise dans le village après une telle épreuve. Le major Vaughan était dévasté par la révélation de la culpabilité de Gloria et par le rôle involontaire qu'il avait joué en lui fournissant un alibi.
Il rendit visite à Miss Marple 2 jours après les arrestations, hagard et vieilli, pour la remercier d'avoir découvert la vérité, même si celle-ci avait brisé ses illusions romantiques. « Je la croyais complètement », dit-il doucement. « Elle semblait si sincèrement effrayée, si vulnérable. Je voulais la protéger, et pendant tout ce temps, elle m'utilisait comme un outil dans son plan. Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Miss Marple lui servit du thé et lui dit doucement « Mon cher Major, vous n'étiez pas aveugle, vous étiez confiant, ce qui est très différent. Gloria Prothero était une actrice talentueuse, jouant le rôle qu'elle devait jouer. Vous avez vu ce qu'elle voulait que vous voyiez. Même les observateurs expérimentés peuvent être trompés lorsque quelqu'un est déterminé à les tromper. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi vous n'avez pas vu clair dans son jeu, mais pourquoi elle est devenue une personne capable d'une telle cruauté et d'un tel calcul. Cette question occupa les pensées de Miss Marple dans les jours qui suivirent, tandis que le village absorbait progressivement le choc et commençait à intégrer ce nouveau scandale dans sa mémoire collective. Le procès, lorsqu'il eut finalement lieu, révéla tous les détails sordides. Gloria Prothero avait épousé le colonel 20 ans plus tôt pour son argent et sa position, avait fini par le mépriser pour ses normes morales rigides et son caractère dominateur et avait planifié sa mort pendant des mois, voire des années. Arthur Reeves, croulant sous les dettes de jeu et désespéré d'obtenir son héritage, avait été un complice consentant, bien que l'accusation ait réussi à démontrer que Gloria était la principale architecte du crime et Arthur son exécutant quelque peu réticent. Tous deux furent reconnus coupables et condamnés à mort. Mais la peine d'Arthur fut ensuite commuée en prison à vie en raison de sa coopération avec les autorités. The Larch fut vendu pour régler les dettes et les frais juridiques du colonel, et une famille londonienne l'acheta, sans rien savoir de l'histoire tragique de la maison, que l'agent immobilier s'était discrètement abstenu de leur révéler. Miss Marple passait parfois devant la maison lors de sa promenade du soir et remarquait les nouveaux rideaux aux fenêtres, les jouets des enfants éparpillés sur la pelouse, l'atmosphère générale d'une vie familiale ordinaire qui reprenait son cours. C'était comme si l'obscurité qui avait brièvement éclaté avait été lissée, recouverte, volontairement oubliée, parce que s'en souvenir était trop pénible. Le village préférait considérer le meurtre de Prothero comme une aberration, une exception, la preuve que rien d'autre que le fait que les étrangers, car Gloria n'avait jamais été pleinement acceptée comme locale, malgré ses 20 ans de résidence, apportaient avec eux la contamination. Miss Marple savait mieux que quiconque. Elle savait que le mal ne s'annonçait pas par des signes évidents, qu'il n'arrivait pas de l'extérieur avec une étiquette, mais qu'il naissait des faiblesses humaines ordinaires. La cupidité, la vanité, l'aveuglement, la capacité à tout rationaliser si la récompense était suffisante. Gloria Prothero avait servi le thé, discuté de jardinage, siégé aux comités paroissiaux et maintenu toutes les formes d'une vie villageoise respectable tout en planifiant un meurtre. Arthur Reeves était charmant, instruit et bien introduit, mais il était prêt à tuer son propre oncle pour de l'argent. La capacité à faire le mal existait partout, chez tout le monde, si les circonstances s'y prêtaient et si la tentation était suffisante. St. Mary Mead n'était pas différent des autres endroits. Il cachait simplement mieux sa part d'ombre derrière les roses, les tables à thé et les kermesses paroissiales. Un dimanche après-midi, 3 semaines après les arrestations, Miss Marple était assise dans son jardin avec son tricot, le cardigan bleu pâle enfin terminé et prêt à être envoyé à la famille de son petit-neveu. Il faisait beau, vraiment chaud maintenant que le mois de mai était arrivé. Et ses propres roses, des variétés de fin de printemps, fleurissaient exactement au moment voulu et emplissaient l'air d'un doux parfum. Les cloches de l'église sonnaient pour l'office du soir, appelant les fidèles à la messe, et Miss Marple pouvait voir ses voisins marcher le long de l'allée vers St. Mary's, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, se saluant avec une courtoisie prudente.
Tout était comme il se devait. Les convenances étaient respectées. Le calme apparent était revenu. Seuls ceux qui observaient attentivement, qui prêtaient attention à ce qui se cachait derrière les apparences, pouvaient remarquer la légère tension dans certains sourires, la manière prudente dont les gens évitaient de mentionner certains noms, la détermination collective d'aller de l'avant et d'oublier. Miss Marple repensa à ces belles roses impossibles qui avaient fleuri trop tôt et trahi leur cultivateur. Gloria Prothero était si fière de ses talents de jardinière, de sa capacité à forcer la nature à suivre des schémas artificiels, à faire venir l'été au printemps par des moyens artificiels. Cette fierté avait causé sa perte, le besoin d'exhiber ses réalisations, alors même que la discrétion lui aurait été plus profitable. C'était une faiblesse très humaine, la vanité l'emportant sur la prudence, le désir d'admiration l'emportant sur l'instinct de conservation. Miss Marple l'avait vu maintes fois sous différentes formes. Le détourneur de fonds, qui ne pouvait s'empêcher d'acheter une voiture de luxe, l'adultère qui laissait des preuves évidentes par culpabilité inconsciente, le meurtrier qui retournait sur les lieux parce qu'il ne pouvait s'en éloigner. Les gens se trahissaient constamment, par orgueil, par peur ou par besoin, et si l'on observait patiemment et comprenait la nature humaine, ces trahisons devenaient aussi visibles que des roses hors saison dans une vitrine. Elle posa son tricot et ferma les yeux, laissant le soleil de l'après-midi réchauffer son visage. Elle se sentait fatiguée, épuisée, non pas à cause d'un effort physique, mais parce qu'elle avait été exposée à la noirceur humaine, parce qu'elle avait vu une fois de plus de quoi les gens étaient capables, lorsqu'ils laissèrent la peur et la cupidité prendre le dessus sur leur conscience. Le colonel était un homme désagréable, à bien des égards, rigide et autoritaire, mais il ne méritait pas d'être assassiné par sa femme et son neveu, poignardé dans son propre bureau alors qu'il était assis à son bureau, trahi par ceux qui auraient dû lui être loyaux. Timothy Bosworth n'avait pas mérité d'être accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis, sa vie bouleversée et sa réputation ternie à cause du complot de quelqu'un d'autre. Le major Vaughan n'avait pas mérité d'être manipulé et utilisé, ses intentions honorables détournées pour servir d'alibi à un meurtre. Tant de dommages collatéraux, tant de vies bouleversées ou détruites, tout cela parce que deux personnes voulèrent de l'argent et la liberté et étaient prêtes à tuer pour les obtenir. Et pourtant, réfléchit Miss Marple, justice avait finalement été rendue, la vérité avait fini par éclater malgré les tentatives pour l'enterrer, et l'innocent avait été innocenté. Cela comptait pour quelque chose. Le monde n'était pas entièrement sombre. Le bien coexistait avec le mal, et parfois, avec de la patience, de l'attention et la volonté de voir clairement, on pouvait aider à faire pencher la balance vers la lumière. Ce n'était peut-être pas grand-chose, juste une vieille femme avec son tricot, ses souvenirs et sa compréhension inébranlable de la nature humaine. Mais c'était déjà quelque chose. Cela avait suffi pour sauver Timothy Bosworth de la potence, pour empêcher deux meurtriers d'échapper à la justice, pour rétablir une certaine vérité dans une communauté déterminée à embrasser des mensonges confortables. Les cloches finirent de sonner et se turent, et Miss Marple ouvrit les yeux pour découvrir son jardin paisible dans la lumière de fin d'après-midi, ses roses s'épanouissant exactement comme les roses doivent s'épanouir, honnêtes dans leur saison, naturelles dans leur beauté. Elle prit ses aiguilles à tricoter et commença un nouveau projet, jaune pâle cette fois. Peut-être une couverture pour bébé pour une autre petite nièce qui devait naître à l'automne. Le cliquetis rythmique des aiguilles était apaisant, méditatif, et tandis qu'elle travaillait, elle laissa son esprit s'apaiser et se calmer, libérant l'obscurité qu'elle avait rencontrée, revenant au plaisir simple de la vie ordinaire. Le meurtre s'estomperait dans sa mémoire, deviendrait une histoire racontée à voix basse autour d'une tasse de thé, finirait par rejoindre le catalogue des tragédies villageoises qui ont marqué l'histoire de St. Mary Mead.
La vie continuerait, comme toujours, et le mal reviendrait sous de nouvelles formes exigeant une nouvelle vigilance, car telle était la nature du monde et du cœur humain. Mais pour l'instant, à cet instant précis, il n'y avait que du soleil, des roses, le doux cliquetis des aiguilles à tricoter et la paix qui vient du fait de savoir que l'on a fait ce qu'il fallait faire, aussi difficile et douloureux que cela ait pu être. Miss Marple était assise dans son jardin, tricotant et acceptant le monde tel qu'il était. Beau et terrible, réconfortant et dangereux, rempli à la fois d'amour et de meurtre, et exigeant toujours, toujours, la vigilance de ceux qui étaient capables de voir clairement. Le meurtre qui avait brièvement perturbé la paix de St. Mary Mead s'était évanoui dans la résolution, dans la justice, dans la mémoire, et l'aube reviendrait demain comme toujours, illuminant les roses et les épines avec la même indifférence.